Le sans filtre, c'est quoi? Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve à nouveau pour continuer ce débat sans filtre dont on arrive à la 80e heure en direct et puis un débat qui suit en séance actuellement. On y reviendra, mais un article assez intéressant, voire très débattu et très polémique, puisque c'est le fameux article 59 qui parle des menus végétariens. On aura la possibilité d'en discuter. Euh, une fois de plus, on essaiera ce soir d'expliquer un peu tout ce qu'il est parfois difficile de voir de l'extérieur. Hein. On est dans une institution parfois opaque ou en tout cas pas suffisamment concrète pour les citoyens qui participent à la démocratie. Donc, avec nous ce soir, plusieurs collaboratrices, collaborateurs qui animeront jusqu'à 18h30. Et à partir de 18h30, on aura un moment un peu plus convivial autour du vin et de l'importance de la nouvelle agriculture biologique et de viticole, la production viticole biologique et le lien avec le vin. Donc, ce sera un bon moyen d'entamer l'apéro du vendredi soir. Donc, je présente les différentes personnes, collaboratrices, collaborateurs avec nous. Albertine qui est… je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre sur Twitch. Moi, je suis actuellement collaboratrice stagiaire auprès de Mathieu Orphelin et plus portée du coup sur les questions de circo, mais aussi sur les projets de loi nationaux comme là le projet de loi climat actuellement. Voilà. Super. Tu pourras nous dire un peu plus comment tu as eu un stage et peut-être qu'il y a des personnes ici qui écoutent aussi et qui seront très intéressées par ton retour. Alice qui était déjà là la dernière fois pour la séance aussi sur la vie des collaboratrices et collaborateurs parlementaires. Alice, tu veux… Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Alice, collab d'Alban Gaillot, qui est une députée du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, donc qui participe au Twitch depuis le début. Nous, on travaille surtout sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, on a organisé une table ronde sur l'écoféminisme, par exemple, qui fait le lien entre écologie et féminisme. Et on reparlera certainement un petit peu de ces problématiques. Super, à tout de suite. Et aussi Maxime Torrente. Alors Maxime, tu es… on est tous ici un peu on a l'habitude de travailler ensemble parce qu'on est collaborateurs du groupe des députés du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Mais toi, non. Mais pour autant, tu es aussi notre collègue et tu vas venir notamment nous parler un peu plus de l'aspect du syndicalisme et du droit des collaborateurs parlementaires. Je te laisse te présenter, Maxime. Ah, je crois qu'il faut ouvrir ton micro juste. Ça, sinon, on aura des… Exactement, bonjour tout le monde. Donc, je suis collaborateur d'Éric Diard, député Les Républicains, ainsi que Philippe Benassaïa. Donc, je vais vous parler du métier de collaborateur et justement, même si on est dans des groupes parlementaires différents, de la convergence des luttes, notamment au sein de la lutte syndicale à l'Assemblée nationale. Super, à tout de suite, Maxime. Johan, tu es en double. Non, ça y est, c'est bon. Là, on te voit sur un seul écran. Donc, Johan, toi aussi, tu étais avec nous la dernière fois, dans la dernière séance. Donc, tu peux aussi te présenter en quelques mots. Pareil, petit problème de micro, Johan. Ouais, voilà, c'est bon, vous m'entendez? Bon. Bon, Johan Carmucia, collaborateur de Delphine Bagari, également membre du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, qui travaille notamment sur les questions santé publique, de lutte contre les différentes formes de précarité, mais aussi sur les questions migratoires, et qui a organisé des ateliers essentiellement sur ces sujets-là, sur les zoonoses, sur la qualité de l'air, mais également sur les enjeux entre migration et climat et dérèglement climatique. Super, merci beaucoup. David, à nouveau avec nous. Alors David, tu as un super beau fond Zoom. Tu veux te présenter en quelques mots aussi? Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je suis David, je suis assistant de Cédric Villani en circonscription. Je parlerai plus de l'aspect activité en circonscription, même si dernièrement j'ai pu goûter avec la loi climat à une autre ambiance, qui a été une découverte un peu pour moi quand même aussi sur la question d'amendements liés à un projet de loi aussi fondamental que celui sur la loi climat
et au Twitch organisé sur l'artificialisation des sols. Voilà. Super. Et notre super envoyé spécial depuis la séance, je vois le député du Rhône, Hubert Julien Laferrière. Est-ce que Hubert, tu as la possibilité de parler et nous dire où peut-être on est là? Salut à tous, discrètement, hein, parce que je me suis déjà fait gauler une fois, donc je ne vais pas me faire gauler à nouveau. Mais je suis également avec Paula Forteza, qui est en ligne aussi, non? Je ne sais pas. Voilà. Et donc, nous sommes en plein dans l'examen de l'article 59, donc sur l'expérimentation sur les menus végétariens. Et voilà, et donc on est plusieurs, évidemment, du collectif et puis de la gauche de l'hémicycle, mais également au groupe Agir, à demander plus d'ambition sur la généralisation des menus végétariens dans les cantines, en particulier lorsqu'il y a le choix, lorsqu'il y a le choix de plusieurs menus. Voilà. Mais malheureusement, on a déjà beaucoup d'amendements qui ont été rejetés. On avait demandé un scrutin public, on avait trouvé des alliés un petit peu partout dans l'hémicycle, y compris dans la majorité, mais ça n'a pas suffi. Peut-être que, du coup, avant qu'on rentre dans le débat Merci, Madame Level, de votre vigilance. je vois, voilà, Paula, aussi. Paula, est-ce que tu veux nous dire un mot? Tu n'as pas les écouteurs je crois que tu n'as pas les écouteurs, donc tu ne pourras pas nous faire le retour direct séance comme Hubert. Ah, peut-être justement, Albertine, je crois que tu avais un peu travaillé sur cet article là dont parlait Hubert. Est-ce que tu veux nous l'expliquer en quelques mots? Comme ça, on a tous les termes du débat aussi, en complément d'Hubert, et puis on pourra ensuite engager la discussion un peu plus sur le métier de collaborateur. Et alors, du coup, l'article 59, c'est le premier du titre Se nourrir et ça concerne en fait une expérimentation pour les collectivités territoriales volontaires de proposer quotidiennement le choix d'un menu végétarien. Donc, ce n'est pas un article non plus très ambitieux, car c'est vraiment quelque chose de volontaire. Il n'y a pas du tout de contraintes là-dedans et pas mal de collectivités le font déjà, mais on va dire que ça va dans le bon sens, pour un avis personnel sur la question. Voilà. C'est ça, peut-être pour entamer la discussion, comment est-ce que vous vivez parce qu'en fait, c'est à la fois notre boulot, il est obligé d'être très théorique, hein, on touche la loi dans les textes, on essaye de l'améliorer, on lit pas mal de codes, d'articles, ça peut parfois apparaître un peu désincarné. Comment, par exemple, là, si vous avez un petit exemple dans ce texte de loi, vous toutes qui avez un peu regardé, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de l'importance, quoi? Quel a été, par exemple, un exemple concret de quelque chose qui vous a éveillé? Et je fais notamment lien, du coup, ça permettra qu'on aborde cette question, puisque David est particulièrement collaborateur en circonscription, et donc un député est obligé de voir un peu aussi les réalisations concrètes qu'implique son travail de la loi. Et peut-être qu'on a tous en tête là un exemple d'implication concrète que ce texte pourrait avoir pour nos concitoyens. David, du coup, je crois que la transition, elle est toute faite pour toi, mais si tu as un exemple, si tu veux nous dire quelque chose là-dessus. Ah bah clairement, oui. Nous, on a eu des exemples, mais pas que sur la loi climat, enfin, sur les néonicotinoïdes aussi. On a des agriculteurs qui nous ont interpellés, puisqu'on a des agriculteurs en circonscription. On est à la fois une circonscription très proche de Paris, où il y a de l'agriculture, où il y a des zones en politique de la ville, des zones plus bourgeoises. Et clairement, tous les sujets de loi qui passent devant le Parlement, on a systématiquement des interlocuteurs qui viennent nous dire et nous interpeller sur la loi en discussion. Là, sur la loi climat, on a évidemment beaucoup travaillé, et ça a été un des amendements hier qui a été d'ailleurs rejeté hier soir. Les deux amendements bateaux et tachés sur la zone de protection agricole, naturelle, agricole et forestière, qui ont été rejetés, ces deux amendements. C'est des amendements qui ont été travaillés avec des retours locaux d'associations de professionnels, d'élus locaux, et c'est comme ça qu'on a travaillé nos amendements et l'adaptation de la loi au concret. Donc ce travail-là, il a été fait en préalable
les premiers rendez-vous ont été faits avec moi, et ensuite quand on monte, quand on monte les rendez-vous, quand on fait le tri, quand on synthétise le propos, on passe ensuite la discussion avec le député. On rédige l'amendement, on rédige en lien avec les associations, en lien avec le député, avec le collectif aussi, pour savoir ce qu'on veut dire, ce qu'on veut porter. C'est cette adéquation-là qui est compliquée. Tu touches quelque chose de très juste qu'on avait un peu abordé, c'était mercredi soir, ce lien en fait très intime qu'on est obligé d'avoir, et en fait nous les collaborateurs, on est ceux qui doivent faire un peu le lien entre le député, la députée et les différents groupes d'intérêt. Alors derrière le groupe d'intérêt, il y a parfois des gros mots, hein, ou des vrais lobbies au sens tel qu'on les entend, mais cette obligation un peu de faire ce lien-là, qui n'est pas nécessairement synonyme de dépendance du parlementaire à ces groupes-là. Et donc, tout ce travail-là, il est indispensable. Si ça vous intéresse, pour celles et ceux, regardez la séance de mercredi dernier, mercredi soir. On a vraiment travaillé en profondeur, on a vraiment expliqué voilà, quelles étaient les différentes manières d'interagir avec les lobbies. Et puis, du coup, ça nous permettra ensuite de parler un peu plus, parce qu'il y a des questions qui arrivent sur quel est le boulot d'un député en circonscription. Je crois on pourra le faire dans un deuxième temps, mais là, je continue un peu le tour de parole. Maxime, peut-être, tu veux nous dire, toi, qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé dans cette loi, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a ramené au réel, en fait, un peu dans la loi? Alors, pour moi, ce qui m'a intéressé un peu plus dans la loi, c'est plus les questions, justement, relatives à l'alimentation, puisque le député pour lequel je travaille est particulièrement investi sur les questions de bien-être animal. Après, voilà, étant plutôt commission des lois, plutôt profil juriste, je ne me suis pas trop penché sur le projet de loi climat, mais c'est vrai qu'on a vraiment, oui, nos marottes, et nous, vraiment, c'était les questions bien-être animal, alimentation. Et évidemment, tous ces amendements-là sont tombés au champ d'honneur de l'article 45 de la Constitution. La fameuse irrecevabilité, on avait aussi, ça c'était au tout début, la première semaine, on avait aussi pas mal abordé cette question-là. Pareil, tout ça est en record sur YouTube, donc il y aura pas mal de liens à faire là-dessus. Est-ce que, du coup, je ne sais pas si Alice, Joanne ou Albertine, vous aussi, vous avez peut-être un exemple marquant là, dans tous ces débats, une chose que vous avez, qui vous a particulièrement voilà, intéressé, ou vous avez été interpellé sur place. Alice, peut-être, je pense au débat d'hier soir aussi, où vous avez sur les cantines. Peut-être, non? Oui, nous, on a organisé hier soir un débat sur les cantines avec Hubert qui est en séance. Effectivement, il y avait un lien avec la circonscription, parce qu'Alban Gaillot, donc avec qui je travaille, avait rencontré des parents d'élèves à Gentilly. Donc, elle est députée députée du Val-de-Marne. Et donc, il y a des parents d'élèves qui avaient mené une étude dans les cantines scolaires de Gentilly sur les additifs alimentaires. Elle avait eu l'occasion d'échanger avec eux en 2018. Et donc là, on était reparti de cette étude et de ce sur quoi elles avaient travaillé ensemble à l'époque pour proposer des amendements précisément pour réduire la présence d'additifs alimentaires dans les cantines scolaires. Donc hier soir, on a eu l'occasion d'entendre ces mêmes parents d'élèves, et on a vu dans le cadre du débat, et notamment sur Twitch, etc., qu'en fait, ça intéressait pas mal de personnes, parce que les parents d'élèves sont en première ligne, évidemment, dans l'alimentation des enfants. Et il y a en plus un sujet un peu genre inégalité entre les femmes et les hommes, qu'on a abordé à la toute fin du débat. Mais on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de plus à faire là-dessus, sur le fait qu'évidemment, c'est encore très largement les mères qui s'occupent de la cantine et de ce genre de choses, et qui sont donc responsables des tâches domestiques et de l'alimentation des enfants. Voilà, c'était un peu le lien circo et sujet sur lesquels on travaille de manière générale à l'Assemblée. Tu veux aussi nous faire part de ton expérience. Donc là, tu es quand même sur une circo très rurale aussi, ou en tout cas une région rurale, le Pays de la Loire. Et est-ce qu'il y a là-dessus aussi des sujets particulièrement demandés ou attendus dans votre circo? Nous, c'est vrai que je ne vais pas répéter les cantines, mais on a été pas mal interpellés là-dessus par des gens de circonscription, notamment par très rapidement quand même des parents qui ont eux-mêmes des enfants végétariens, qui disent qu'ils n'ont pas de choix et que c'est un problème d'un point de vue nutritif. Donc il n'y a pas non plus que l'aspect
environnementales auxquelles on pourrait penser. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir les retours des citoyens en direct, parce que c'est un aspect aussi important en pratique sur le terrain pour ces personnes-ci. Donc ça va permettre bien d'alimenter nos réflexions. Et sinon, moi, ce qui m'a marqué, j'ai plus travaillé, c'est vrai, sur se nourrir. Après, ça, c'est un sujet plus complexe que je ne pourrais peut-être pas expliquer bien en détail, mais tout ce qui est par rapport à la PAC, qui va bientôt être discutée aussi, où des agriculteurs attendent beaucoup de ce qui va se passer au niveau du plan stratégique national, qui est la déclinaison française de la PAC. Et en fait, ça va déterminer toute l'agriculture et aussi l'agroécologie, du coup, ce qui nous intéresse pour jusqu'en 2027. Donc, ce qui est très important. Et là, c'est vrai que nous, on a déposé des amendements en commission pour faire en sorte que ce plan stratégique national soit compatible avec des stratégies, les stratégies européennes de réduction des pesticides notamment. Tout ça, voilà, plein d'objectifs pour réduire l'impact environnemental de l'agriculture actuelle. Mais c'est tellement quelque chose de très large que malheureusement, on ne peut pas beaucoup agir dessus, même dans ce projet de loi climat. Mais on a beaucoup d'attentes là-dessus, en tout cas via les demandes que nous font les agriculteurs en Maine-et-Loire, et dans les circonscriptions notamment. Alors, je vois déjà pas mal de questions du coup, qui arrivent, notamment, alors, plusieurs qui vont nous intéresser là, qui vont ouvrir un peu plus le débat. Gigi Blox ou Gigi BLX, quelle est la journée type d'un collaborateur en circonscription et à l'Assemblée? Je crois que ça, on aura tous un peu des approches ou des agendas un peu différents. Est-ce que la même personne, est-ce que vous travaillez en groupe entre collaborateurs d'un même groupe? Et puis, une autre question, alors elle, un peu plus longue, mais vachement intéressante aussi, de Guidan. Comment encaissez-vous au quotidien les moments où votre député prend des positions contraires à vos convictions, voire quand votre député présente des arguments en séance et que vous savez qu'il ou elle déforme la réalité? Est-ce que on a des députés qui font des fake news et donc on est obligé d'aller dans le jargon, comme on dit, les débunker ou les dédire? Oui, ça arrive que mes collabs ne soient pas d'accord avec moi. Ah ouais, et dans ces cas-là, comment est-ce que on s'engueule. On s'engueule. Moi, j'ai une réponse. Est-ce que ça arrive à d'autres personnes là, des collabs? Oui, Louis. Alors, ça n'arrive jamais. En vrai, ça n'arrive jamais. C'est comme quand votre patron vous demande de faire une action, vous ne feriez pas spontanément. En fait, c'est comme quand votre patron vous demande dans la société civile de faire une action que vous ne feriez pas spontanément. C'est votre job, vous le faites. Mais si vraiment c'est répétitif et difficile, il faut vous demander ce que vous faites là, c'est tout. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Mais concrètement, tu as peut-être un exemple, un cas, donne-nous un peu un fait. Non, j'ai pas. Ouais, c'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais avec Cédric, on travaille aussi beaucoup en équipe, donc on travaille les positions des uns et des autres. Par exemple, sur le bien-être animal, moi, c'est pas un sujet qui me passionne tant que ça. Voilà, je trouve pas ça. Je sais pas si je peux le dire, mais je trouve pas ça particulièrement, comment dire. Euh, c'est pour moi moins important que le climat en général, les problématiques climatiques. Donc, voilà, je relaye les informations, je relaye les positions de mon patron, voilà, mais je n'interviens pas plus que ça dans le débat. Il y a des collègues dans l'équipe qui sont beaucoup plus à fond sur le sujet que moi. Donc, je laisse la place dans ces cas-là. Sans transition bien-être animal, Maxime, est-ce que toi, ça t'arrive aussi d'être en désaccord ou de pouvoir avoir des positions qui ne sont pas celles que l'un de tes patrons prend? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une sorte de discussion ou est-ce qu'au contraire, c'est beaucoup plus apaisé? Tu peux nous dire un peu comment tu gères? Ouais, alors bon, d'une manière générale, quand on est collab d'un député, c'est qu'on s'entend bien avec et qu'on a à peu près les mêmes idées. Mais bien sûr, il y a des fois où on ne pense pas la même chose. Et l'essentiel, en fait, quand on travaille avec un député, c'est la confiance. Et l'idée, c'est vraiment de tout se dire. Dans le bureau, on se dit tout. Et quand on n'est pas d'accord, on le dit.
On discute, on peut même débattre. Après, c'est vrai que quand on est entre gens méridionaux, on peut crier un peu, mais une fois qu'on a, en fait, une fois qu'on a discuté et qu'on a donné un peu chacun ses arguments, bah, après, on dit, voilà, est-ce que tu veux toujours faire ça? Et si le patron dit oui, je veux toujours le faire, alors là, en effet, comme disait David, on y va et on y va à fond et on y va d'autant plus à fond qu'en fait, on a donné nos arguments, éventuellement fait part de nos réserves. Et après, c'est lui le député, on a fait part de nos réserves où on se dit peut-être que ça pourrait pas marcher. Où il dit non, non, moi je pense que ça a marché, bah, après on y va et on fait notre boulot vraiment bien volontiers, quoi. Ouais, moi je partage assez les approches, je crois que c'est un peu aussi notre quotidien. Alice et Albertine, si vous voulez aussi ajouter quelque chose, moi je rajouterai un petit élément après, mais vous avez des exemples aussi de cas, Alice, où parfois il y a un peu de friction et la manière dont vous assumez une contradiction entre vous et... Non. Bah, je commence que moi, je suis assez récente dans l'équipe, ça fait que 4 mois que je suis là, donc je n'ai pas encore eu ce cas de figure. Mais après, je pense que pour ma part, ma réponse serait en effet que généralement, quand on travaille pour un député, il faut aussi partager ses valeurs d'une part et aussi se sentir en mesure de partager un désaccord si on en a un pour aussi que ça soit constructif à l'activité de député. Je pense que tous les retours sont bons à prendre, surtout quand on a tous, on va dire, de base un peu les idéaux de fond les mêmes. Donc c'est toujours bien d'avoir un feedback, je pense, de la part des collaborateurs de manière générale. Et il ne faut pas hésiter à le faire quand c'est le cas. Mais moi, pour ma part, je n'ai pas encore eu de désaccord avec le député auquel je travaille. C'est trop récent encore, je pense. Alice, ouais. Dis-nous tout. Mon tour. Alors, je ne sais pas si Alban apprécierait que je raconte tout ça, mais globalement, on n'a pas de désaccord. Je pense que ça rejoint un peu le débat qu'on avait eu la dernière fois sur déjà, est-ce qu'il faut être politisé ou non pour être collaborateur à l'Assemblée. Je fais partie de celles et ceux qui considèrent que oui. Après, avec l'engagement politique peut recouvrir beaucoup de choses et pas nécessairement le fait d'avoir une carte dans un parti ou quelque chose comme ça, mais moi, il m'a semblé, en tout cas au moment de postuler et d'envoyer des candidatures à l'Assemblée, je ne me suis pas adressée aux 577 députés. Je travaillais sur les questions des droits des femmes, donc j'ai d'abord ciblé les députés, surtout les femmes en fait, qui travaillaient sur ces questions-là. Et ensuite, je suis allée regarder les positions, en l'occurrence d'Alban, sur les textes qui m'avaient semblé les plus problématiques. Je pense à la loi Asile et Immigration, à la loi SILT, ce genre de choses. Donc j'avais déjà fait un tri avant de postuler. Voilà. Ce qui me permettait d'être à peu près sûr que sur les questions sociétales qui m'étaient les plus chères, on allait se retrouver. C'est arrivé une fois qu'on ne soit pas d'accord sur la réforme des retraites. Et on s'est débrouillé pour que ça ne gêne pas notre travail, mais on a débattu de manière très cordiale, évidemment. Et j'ai fini par gagner parce qu'elle a quitté En Marche en votant le 49-3. Donc, j'étais pas trop déçu de cette petite aventure. Voilà. Et ça me permet du coup, je vois dans le chat que Paula, avec qui je travaille, out un certain nombre de nos désaccords, mais pour dire aussi, pour abonder dans ce sens-là, c'est-à-dire je crois qu'il y a deux manières d'être un peu collaborateur. D'une certaine manière, vous me contredisez, hein, mais il y a ceux qui le font à titre vraiment comme un métier, de façon très professionnelle et dans le sens que ce soit un groupe de droite, un groupe de gauche, un groupe du centre, qu'importe, au final, la tâche est la même, ou il y a effectivement d'autres collaborateurs qui vont l'approcher d'un point de vue un peu plus militant et donc s'engager aux côtés d'un parlementaire qui incarne un peu plus les idées. Mais néanmoins, à la fin des fins, l'un ou l'autre, on doit toujours essayer, nos idées s'effacent en dernier ressort derrière les convictions du parlementaire. C'est lui qui est élu, c'est lui qui a le suffrage. Et donc, nous, on ne doit jamais être mauvais conseiller dans le sens essayer de faire passer à tout prix nos propres convictions qui pourraient être en fait entacher, voire la crédibilité, la cohérence d'un parlementaire. Je crois qu'un bon collaborateur, on sera tous d'accord là-dessus, c'est celui qui arrive malgré l'ensemble des problématiques, à faire un conseil qui est le plus pertinent
pour la cohérence d'un député. Je crois que ce serait très incompris qu'un député fasse du jour au lendemain des positions très, très antagonistes, alors parce que le collaborateur ou la collaboratrice qui le conseille voulait absolument lui faire dire ça. Donc, je crois que ça, c'est l'un des grands changements. Et du coup, ça implique aussi que les collaborateurs ont un vrai rôle. Il y a certains députés qui, et je pense notamment à 2017, mais probablement que c'était le cas aussi avant, qui sont des jeunes députés, qui sont des primo-arrivants et qui parfois s'entourent aussi de primo-collaborateurs. Et ça peut parfois créer une forme un peu de difficulté parce que les deux équipes sont les staffs et les députés ne sont pas nécessairement toujours très, très, très prêts à la tâche, alors que parfois certains députés font le choix de s'entourer de collaborateurs un peu plus expérimentés pour avoir justement cette stabilité, cette solidité dans le conseil et pouvoir avancer. Mais du coup, quand on parle de collaborateurs, effectivement, il y a le collaborateur circo, comme on dit, et le collaborateur assemblée. Généralement, c'est un peu il y en a qui font les navettes, hein, qui vont à la fois de la circonscription pour aller à l'Assemblée et qui peut-être se séparent la moitié de la semaine. Mais pas souvent, en réalité, c'est vraiment deux pans de l'équipe, deux équipes d'une certaine manière, une seule équipe, mais à deux endroits. Et donc, toi, David, tu es plutôt basé donc, dans la circonscription. Concrètement, ça veut dire que tu fais quoi dans ta journée? C'est-à-dire, quel est ton rythme? Qu'est-ce que tu as à gérer quand tu es un collaborateur en circonscription? Alors, j'ai les relations avec l'ensemble des institutionnels locaux, c'est-à-dire les maires. Il y a 10 villes sur la circonscription. Le préfet, la sous-préfecture, les services déconcentrés de l'État en fonction des dossiers. C'est pas tous les jours. Et puis toutes les sollicitations de tous les habitants de la Circo qui souhaitent rencontrer le député pour X ou Y raison. Donc le job consiste essentiellement si je puis le dire, à filtrer parce on a vraiment des demandes qui vont j'exagère à peine, hein, mais je cherche un travail, trouvez-moi un travail. C'est quand même le boulot de la NPE, enfin de Pôle emploi en l'occurrence. Excusez-moi, c'est l'âge. Et vous avez aussi des demandes plus compliquées sur des cas je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, des cas de situation personnelle qui nécessitent l'écoute du député parce que la situation et le déblocage de la situation nécessitent l'intervention au-delà d'un maire, d'une intervention auprès d'une administration publique. Donc il y a un travail de fourmi, il y a aussi comment dire, à voir aussi tout ce qui est du ressort de la loi, une implication juridique, des questions qui peuvent se transformer en questions au gouvernement, qui peuvent se transformer en questions écrites. Donc il y a tout ce travail-là qui se fait aussi. Donc une journée, ça commence à 8h30 et puis ça s'arrête quand ça s'arrête, quoi. Et quand on veut que ça s'arrête, ça peut être ça peut être infini. Ça peut être infini. Et c'est ça, et c'est vachement bien d'avoir ton retour parce que ça permet de compléter en fait en réalité la grande panoplie est censé avoir un collaborateur. C'est-à-dire il peut être amené à faire vraiment du terrain au sens très, très concret du terme, avoir une très fine connaissance des acteurs locaux. Donc, s'il y en a qui nous suivent en direct là et qui ne sont pas nécessairement des juristes, ne sont pas nécessairement des économistes, ne sont pas nécessairement des gens qui ont fait Sciences Po, vous pourrez quand même essayer d'avoir un travail de collaborateur parlementaire si vous avez d'autres qualités, vous avez été responsable associatif dans votre circonscription ou dans votre quartier, que vous connaissez bien un certain nombre d'enjeux locaux, que vous avez une bonne connaissance des acteurs. C'est des ressources qui sont très, très, très prisées pour des députés, pour bien faire ce lien-là, cette courroie-là. Moi, je ne voulais pas aller à l'Assemblée, par exemple. Ouais. Je savais dès le départ, je ne voulais pas aller à l'Assemblée. C'est pas quelque chose qui m'intéressait de ce point de vue-là. Je vois que nous a rejoint Gaël Janson. Alors, Gaël Janson, c'est un habitué de nos live Twitch, puisqu'il était déjà là la dernière fois. Gaël est un vieux compagnon de route
puisqu'il était à l'Assemblée avant de basculer au Sénat. Gaël, est-ce qu'on était en train de parler de la circonscription? Toi, tu t'as fait aussi un peu de circonscription, non? Tu travaillais un peu aussi sur les sujets. Quel est ton retour sur cette différence entre un bon collaborateur en circonscription et un bon collaborateur à l'Assemblée? Tu as un avis sur… Oui, bonjour à tous. Effectivement, je vous rejoins en cours de route. Ouais, moi en fait, quand j'étais avec Émilie Cariou pendant plusieurs années, j'étais de la circonscription en fait. Donc, je travaillais sur les sujets aussi qui touchaient à la Circo, notamment le site d'enfouissement de déchets nucléaires dans la Meuse. Donc, ça permettait d'avoir un cas pratique d'un sujet national, mais en circonscription. Donc, c'est très utile pour faire le lien entre les deux. Et de voir un petit peu les deux thématiques. Et comme David le disait, effectivement, l'aspect Circo a cet avantage d'être sur des dossiers très concrets où on peut avoir un retour sur son travail assez rapidement, parce que quand on aide, par exemple, sur un dossier de pollution ou autre chose, on peut démêler des choses avec la préfecture, etc., assez rapidement. Donc, c'est pas mal. À l'inverse, à l'Assemblée, c'est des sujets plus nationaux, peut-être un peu moins concrets parfois, mais les deux ont leur avantage. Ouais. Et je ne sais pas du coup si, Joanne, tu nous disais peut-être que tu veux aussi ajouter un mot, tu es très séancé depuis le début, mais je ne sais pas si tu as la possibilité, tu veux nous dire un peu quelques mots? Toi, encore une autre circonscription, la belle circonscription des Alpes de Haute-Provence. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit derrière moi. Ça va un peu mieux que tout à l'heure, mais si c'est gênant, vous me dites. Alors, c'est bon, vas-y, dis-nous un peu. Non, alors moi, du coup, j'ai un peu la particularité de travailler à Paris. Je suis collaborateur à Paris, mais je suis originaire de la circonscription de ma députée, qui est les Alpes de Haute-Provence, que je connais très, très bien. Donc, si mon travail est essentiellement en lien avec l'activité législative de la députée, c'est vrai que j'ai un profil un peu plus transversal et cette possibilité-là de discuter, de comprendre les enjeux aussi territoriaux de la parlementaire et de pouvoir aussi avoir cette activité de conseil qui n'est pas seulement une activité de conseil sur son positionnement politique par rapport à son groupe politique ou par rapport aux idées qu'elle veut porter sur tel texte ou tel texte, ou les relations institutionnelles, mais ça peut aussi aller au-delà, c'est-à-dire relations avec les élus locaux, le positionnement local avec le parti local, les différentes tendances politiques, les personnes avec qui elle peut dialoguer, que par conséquent, je connais aussi. Donc, voilà, j'ai cette particularité-là également. Et donc, il y a quelques autres collaborateurs qui, comme moi, ont un peu cette double casquette-là. Ce qui est très utile pour apporter un peu plus de transversalité dans les échanges pour le positionnement politique du parlementaire concerné. Ouais, merci beaucoup, Joanne. Avant qu'on repasse à peut-être un autre sujet qui peut aussi nous intéresser et intéresser les personnes qui nous regardent, est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour en séance? Parce que là, on est toujours sur l'article 59, un scrutin public vient d'être annoncé. Est-ce qu'on ne s'écouterait pas quelques minutes un peu les débats et les commenter ensuite, juste après ça? Si on peut aller du côté de la séance. Le Syndicat national de la restauration collective, il montre qu'ils sont bien en avance puisque dès les années 2000, ils ont déjà commencé à introduire un certain nombre de repas végétariens et donc je ne vois pas la nécessité de les y obliger. Je vous remercie. Monsieur le ministre, votre avis? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, j'aurai exactement le même avis que Madame la rapporteure en émettant donc un avis favorable sur l'amendement de Madame la rapporteure, mais également un avis favorable sur le sous-amendement de Monsieur le député Thiébaut. Je trouve, parce que de temps en temps, lorsqu'on prend un peu de recul, souvent on se dit l'État cherche à imposer, l'État propose que d'autres fassent, l'État impose, et sans jamais d'abord se demander si ce n'était pas à l'État de donner l'exemple. Par cet amendement, et qui plus est par le sous-amendement de M. Thiébaut, auquel je donne un avis favorable, on dit que c'est l'État qui doit montrer la voie, et après c'est bien normal que ce soit aux collectivités locales de suivre cette voie, ce qui m'amène à avoir un avis défavorable au sous-amendement 7458 de Madame Valérie Petit.
D'autre part, je le redis, tout cela doit être vu dans son ensemble, c'est-à-dire qu'à cela doit avoir la deuxième pierre de l'édifice, qui est le principal combat, qui est le sujet de la qualité, nous y reviendrons juste après, mais aussi la question de la formation, qui est évidemment essentielle, et je crois que c'est tout cet équilibre que les travaux parlementaires sont en train de construire. Je vous remercie. Bien. Madame Chalas. Merci, Monsieur le Président. J'ai des amendements qui viennent après, qui ne sont pas en discussion commune et que je serai certainement amenée à retirer au vu de l'avis du rapporteur et du ministre. Néanmoins, sur cette discussion commune, moi, je crois que malgré les arguments du ministre et de la rapporteure, les Français sont prêts. Les Français sont prêts pour aller au-delà du débat encore pendant la campagne électorale. Les Français sont prêts à ce que le végétarien fasse partie du quotidien. Et à ce titre, je soutiendrai les amendements de mes collègues Casbonne et Lefeur. Merci. Je vous remercie. Monsieur Turquois. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais à ce stade-là m'exprimer parce que je trouve que ce débat, il est riche d'enseignements sur la progression du repas végétarien dans l'offre de restauration. Et je crois que c'est même une philosophie qu'on devrait avoir. Pour donner des grands virages à notre politique, on peut soit obliger, soit convaincre. Et là, il y a 2 ans, cette expérimentation et qui a moi-même heurté un certain nombre peut-être de convictions. J'ai entendu M. Chassaigne, j'ai entendu M. Dive. Il y a 2 ans, une expérimentation et on voit que le débat public a largement progressé, y compris dans nos familles, y compris dans des petites collectivités. Et 2 ans après, on l'élargit en le proposant 1 fois par semaine ou que l'État donne exemple. Et on a vraiment fait progresser sans heurter comme il peut y avoir quand il y a des obligations. Et donc moi, je voudrais souligner la qualité de ce travail et souligner l'apport de l'amendement de Madame la rapporteure. J'en profite juste quand même si ce n'est pas l'objet de cet amendement spécifique, que moins de viande ne signifie pas automatiquement mieux de viande. Il faut l'accompagner sur les consignes qui peuvent être données parce que certains peuvent faire moins de viande, mais rester sur les méthodes d'achat qui préexistaient avant. Donc ça, il faut l'accompagner différemment. Mais vraiment, ce travail de conviction dans la société, le chemin a été énorme. Et je crois que pour ceux qui veulent faire davantage, peut-être que dans 2 ans, peut-être que dans 3 ans, eh bien, il faudra mettre une progression supplémentaire. Mais je trouve ça remarquable en termes de façon de faire avancer un sujet. Je vous remercie, Monsieur Dive. Merci, Monsieur le Président. Juste une remarque sur l'amendement de Madame la rapporteure. J'ai entendu dans les arguments d'une de nos collègues, je crois que c'est Mme Casbonne, sur l'un de ces amendements, que pour les administrations publiques de moins de 100 couverts, ce serait reporté à 2027. Je pense que cette réflexion peut être intéressante pour votre amendement, Madame la rapporteure, pour une raison simple. C'est que nous avons des services publics parfois où il y a peu de monde. Je pense à certains centres militaires, des centres d'entraînement militaires, etc., où on va retrouver quelques dizaines de militaires. Et ne serait-ce que pour des mises en place ou des questions d'économie d'échelle, mettre en place ces menus végétariens tous les jours peut être un peu plus complexe dès 2024, d'où l'intérêt peut-être d'attendre 2027 pour ces spécificités-là. Je vous remercie. Madame Chapelier, vous avez demandé la parole, je crois. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste un mot pour dire que je pense, comme beaucoup, qu'effectivement, il est temps. Et je remercie Madame la rapporteure d'avoir amené cet amendement. Je voudrais attirer l'attention sur la rédaction qu'a apportée Madame Lefeur lorsqu'elle parle d'une option sans viande ni poisson, que je voudrais souligner et demander qu'elle soit prise en considération. Je suis moi-même végétarienne depuis bientôt 40 ans. Donc, si vous voulez, je connais toute l'histoire du végétarisme et personne ne sait ce qu'est un végétarien. On mélange avec les végétaliens, avec les véganes, avec les veggies, les flexitariens désormais. Lorsque vous dites que vous êtes végétarien, on vous demande si vous mangez quand même du poisson. Enfin, voilà. Exprimer clairement à travers des mots sans viande ni poisson, c'est tout simplement proposer des menus végétariens et faire une économie de formation auprès de tous les personnels qualifiés qui vont justement travailler en cuisine en évitant de rentrer dans des considérations sur des choix alimentaires qui sont parfois conduits par des choix derrière plus spirituels parfois et qui complexifient l'appréhension des choses. C'est peut-être juste un mot, mais je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Merci. Monsieur Chassaigne, Monsieur le Président Chassaigne. Merci. C'était pour dire qu'avec mon collègue Brunel, nous voterons le sous-amendement et l'amendement. Ça nous semble aller dans le bon sens. Je voudrais quand même préciser que l'argument qui consiste à dire on ne veut pas imposer aux collectivités territoriales,
il n'est pas très acceptable comme argument, parce qu'on a pris déjà des décisions au niveau national qui sont imposées, effectivement, s'il y a un choix politique qui est fait pour développer un type d'alimentation. Mais pour autant, moi je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir cette période de transition. Ça peut dynamiser, ça a été dit je crois par la rapporteure dans son exposé introductif, ça peut dynamiser au niveau des territoires des plans alimentaires territoriaux, des filières courtes. Ça peut effectivement, en préparation de ces choix-là, avoir aussi un rôle vertueux sur la dynamique de production agricole et sur le développement de circuits courts. Je vous remercie. Oui, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, je vais aussi aller dans le sens du président Chassaigne. Je crois qu'il ne faut pas brûler les étapes pour les collectivités territoriales. Quand on passe par la case expérimentation, je crois qu'on est crédible. On est crédible tout simplement parce que Egalim, l'expérimentation d'Egalim, elle a 2 ans. Et 2 ans après, on est capable de le généraliser. Ça veut dire, chers collègues, que peut-être dans 2 ans, on aura répondu favorablement à la demande que vous avez maintenant. Deuxième élément, c'est que les collectivités territoriales peuvent anticiper. Si elles veulent le faire, elles peuvent évidemment anticiper par rapport à ce qu'exige la loi. Donc, laissons aux collectivités territoriales la possibilité de le faire si vraiment elles souhaitent le faire. Troisième point, c'est que les collectivités territoriales, et c'est dans le rapport Egalim, ont quand même du mal à faire aujourd'hui tout ce qu'on leur demande. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas le faire, mais en fonction de leur taille, en fonction des ressources qu'elles ont, la capacité qu'elles ont à former leurs collaborateurs, eh bien, on voit qu'elles ne sont pas encore aux 50%, par exemple, de produits durables qu'on leur demande. Elles font tout pour y arriver. Mais voilà, il y a quand même des contraintes. On sait les contraintes qu'elles ont aujourd'hui liées au Covid. Donc voilà, je crois que ce n'est pas le moment d'en remettre une couche et d'aller dans l'obligation vis-à-vis des collectivités territoriales. Et puis, dernier point, il faut vraiment acter l'équilibre de cet article qui a été trouvé par la rapporteure et par beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dynamique très importante sur 3 éléments. D'une part, la généralisation d'Egalim. D'autre part, le choix, quand il y a le choix pour toute la restauration qui dépend de l'État. Et puis enfin, l'expérimentation pour les collectivités territoriales. Donc je crois qu'il y a une vraie belle dynamique. Ce n'est pas la peine d'en rajouter pour les collectivités territoriales. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bien, monsieur le ministre, vous souhaitiez intervenir ou pas? Non? Oui. Alors, j'ai encore une intervention. Je voulais simplement, monsieur le président, indiquer qu'au vu des arguments que donnés par madame la rapporteure et monsieur le ministre, je retirais mon amendement 62-26. Vous retirez lequel? Oui. 62-26. Oui, d'accord. Merci. Bien. On peut passer au vote. On est bien éclairé maintenant. Vous regagnez vos places. Il y a une alternance de scrutin public ou pas. Le 71-13 à main levée, double avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Alors, le 34-86 de madame Casbonne fait l'objet d'une demande de scrutin public. Le scrutin est ouvert. Il est clos. « 120 votants, 108 exprimés pour, 47 contre, 61. Il est rejeté. Également scrutin public sur le 34-50 de madame Casbonne. Le scrutin est ouvert. Clos. « 122 votants, 106 exprimés pour, 42 contre, 64. Il est rejeté. Des amendements identiques de M. Bournazel, 24-16, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 62-26 est sur scrutin public. Ah, il est retiré. Il est retiré. Merci, M. Fuguet. Le 21-18 de M. L'Aquila, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Mme Brunet, le 36-69 à main levée, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 35-55 de Mme Casbonne, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 35-08, même avis, même vote. Nous arrivons au sous-amendement de M. Thiébaut, qui a reçu un double avis favorable. Qui est pour, qui est contre. Nous passons au deuxième sous-amendement, qui a reçu un avis défavorable cette fois-ci, et qui fait l'objet d'un scrutin public, le 74-58. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est ouvert, voilà. Il est clos.
121 votants, 114 exprimés. Pour 21 contre 93, il est rejeté. Et nous passons donc à l'amendement de la rapporteure, avis favorable tel que sous-amendé, avec un scrutin public, le 53-96. Le scrutin est ouvert. Il fait tomber quoi? Tout? Il est clos. « 114, 111 exprimés, pour 89, contre 22. Il est adopté. » Donc là, on a eu une longue période de discussion et de vote sur un amendement assez intéressant, puisque du coup, il est dans cet article relatif au menu et aux cantines. Est-ce que peut-être, Albertine, tu veux nous expliquer ce qui s'est passé et quel est l'amendement du coup qui a été voté avec justement l'appui et le vote aussi de groupes qui ne sont pas de la majorité, puisque le groupe communiste notamment a fait valoir son soutien à l'amendement du gouvernement? Oui, alors c'est un amendement de la rapporteure sur le titre Se nourrir, Madame Delavergne, qui a donc porté l'obligation d'ici 2024 que les gestionnaires publics et privés qui gèrent les administrations, établissements et entreprises publiques proposent un menu végétarien quotidien dès lors qu'il y a plusieurs choix de menus possibles de base dans ces établissements. Donc c'est plutôt positif. Après, c'est qu'en 2024, mais c'est plutôt positif sur ce point. Donc, à partir de 2024, quoi qu'il arrive, enfin, non pas justement quoi qu'il arrive, parce qu'il y a des cas où il y a des cantines qui ne proposent pas plusieurs menus par jour, mais là où il y a des cantines qui ont suffisamment peut-être de capacité de proposer différents menus, au moins un sera 100% végétarien. Je crois que Hubert peut-être a essayé de se connecter, je ne sais pas s'il nous entend, et je crois qu'il était parti retrouver nos amis activistes, nos amis militants jeunes à la sortie de l'émission. Voilà, du coup, le timing n'était pas super bon parce que du coup, j'ai raté le vote. Peut-être le seul amendement qui faisait avancer un peu la loi. Bon, mais c'est comme ça, c'est les direct. Enfin, le seul amendement de cet article, je veux dire, qui faisait un peu progresser le texte. Mais voilà, il a été adopté largement, c'est l'essentiel. Alors là, je suis arrivé sur la place, mais je vois qu'il y a un sitting et ça a l'air très sérieux. D'accord. Donc, j'ose pas trop les déranger. Ok. On direct, alors à ce moment-là, on les reprend juste après, peut-être quand ils ont terminé leur réunion. Qu'est-ce qui parle là? C'est une militante du coup. D'accord, alors attends, je vous montre quand même, hein, vous voyez, pour que vous compreniez là. Hein, voilà. D'accord. Voilà. Okay. Bon, il y a une réunion, une discussion alors collective. Donc en fait, ça parle d'écoféminisme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ça parle d'écoféminisme avec une militante de. Mais par contre, on peut aller voir, on va aller voir ceux avec qui j'étais tout à l'heure. Voilà. Et il y a Stécie aussi. Voilà. Ok. Écoute, Hubert, je te propose, si tu en sais plus, tu n'hésites pas à bondir dans la discussion. On a quelques points. Donc là, je suis avec Stécie quand même. Bonjour. Voilà. Donc c'est une journée, enfin on est sur Twitch là, mais c'est spécial, c'est animé par les collaborateurs parlementaires. Super. Et donc voilà les jeunes qui sont tous les jours sur la place Édouard Herriot. Mais là, c'est une séquence un peu sérieuse, donc je vais vous laisser continuer. Ok, ça marche. À toutes. Du coup, il y a une question dans le chat qui peut ensuite nous permettre de rebondir un peu d'accord. Mais on pourra ensuite parler un peu plus notamment Maxime étant avec nous, cette question un peu particulière des droits des collaborateurs. Est-ce que le statut d'un collaborateur, c'est un statut comme les autres? Voilà, en quelques points pour éclaircir un peu ces zones d'ombre. Mais il y a une question de Guidan à nouveau. Que pensez-vous de l'actu autour de Brune Poirson qui quitte sa position de députée? Est-ce que ce genre de choses affecte la perception que vos proches ont de votre métier? Qui se lance là? Qui a envie d'apporter son avis en quelques mots? Je vois David qui hoche la tête, mais je ne sais pas si c'est parce que tu as envie de répondre ou parce qu'au contraire, tu... Si, mais je ne suis pas sûr de répondre de façon très, comment dire, politiquement correcte. Depuis l'affaire Pénélope, je crois que on a tous mangé là-dessus.
Donc, bon, Brune Poirson, elle quitte sa position de députée. C'est sa position de députée qu'elle quitte. C'est pas les collaborateurs de Brune Poirson qui sont, ils sont affectés par ricochet. Si si mon député était nommé pour une mission de plus de 6 mois, je crois, par le gouvernement, par le président de la République, pour une raison X ou Y, et on ne parle pas forcément d'être ministre, hein, mais pour une mission, je crois qu'il est dans le code que son suppléant prend la place. Donc, quand un suppléant arrive, l'équipe peut très bien changer. Là, en l'occurrence, c'est une démission de Brune Poirson. Je ne sais pas ce qui s'applique dans ce cas-là, je n'ai pas étudié le sujet. Est-ce que c'est un suppléant ou est-ce qu'il y a revote sur la circonscription de Madame Poirson? Je ne sais pas. Mais je ne me suis pas posé la question plus que ça, en fait. On va demander peut-être à Maxime. Maxime, est-ce que tu peux là-dessus, tu as les infos? Justement, c'est intéressant ce point. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quels sont les cas où justement les collaborateurs sont démis de leur fonction? Qu'est-ce qui protège un collaborateur dans ces situations? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus là-dessus? Alors, pour le coup de Brune Poirson, elle n'a pas démissionné de son mandat de députée. En fait, elle a eu une mission gouvernementale qui s'est prolongée au-delà de 6 mois. Et donc, ça entraîne la rupture de son mandat définitivement. À ce moment-là, le député suppléant du ou de la députée en question prend le mandat de député de manière définitive. En l'occurrence, donc, Adrien Morenas, qui était déjà député à la place de Brune Poirson lorsque celle-ci était ministre de l'Environnement. Les députés, en fait, se font remplacer par leurs suppléants au moment où ils sont ministres, où ils ont une mission gouvernementale temporaire ou définitive. Non, une mission gouvernementale définitive de plus de 6 mois, ou alors lorsqu'ils quittent leur mandat parce qu'ils ont un autre mandat qui vient d'arriver et qui donc fait tomber leur mandat de parlementaire sous le coup du non-cumul, ou lorsque, et c'est malheureusement arrivé à plusieurs députés sous cette législature, lorsqu'ils décèdent. En revanche, si le député démissionne, c'est-à-dire pour une convenance personnelle ou politique, s'il dit « je décide de démissionner », alors il y a une élection législative partielle. Pour les collaborateurs parlementaires, ils sont liés par un contrat de droit privé avec leur député. Si le député en fait démissionne ou si le mandat en fait est rompu pour quelque raison que ce soit, le contrat de travail du collaborateur parlementaire est rompu. De droit, le collaborateur est donc licencié. Si le député prend ses dispositions, on va dire, de manière un peu correcte, il va organiser une rupture conventionnelle de manière à ce que le collaborateur parte avec une prime. Si le suppléant arrive, alors généralement le député s'arrange avec le suppléant pour qu'il récupère l'équipe. Je dis généralement parce qu'il y a des cas où le suppléant décide lui-même d'avoir ses équipes ou simplement que le député, c'est arrivé que le député dise « bon, maintenant je quitte l'Assemblée, je m'en fiche, mes collaborateurs se débrouillent ». C'est malheureusement arrivé en tant que responsable syndical, j'ai eu des collaborateurs qui sont venus me voir pour des problèmes comme cela. Heureusement, c'est une infime minorité. Du coup, justement, pour continuer un peu sur ces questions, on sait que notamment là, après l'affaire Pénélope Fillon, et puis en fait, c'est un mouvement qui a lieu depuis plusieurs années déjà. On fait la transparence, ou en tout cas, on renforce le contrôle sur les parlementaires, mais aussi sur la situation des collaborateurs parlementaires. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots aujourd'hui quels sont les derniers points un peu d'ombre ou les derniers un peu points problématiques liés au statut de collaborateur parlementaire
comparé peut-être à d'autres statuts de droit privé que toutes et tous peuvent connaître, peuvent rencontrer dans leur vie. Alors, déjà, la première confusion qu'il y a, c'est le collaborateur parlementaire. La plupart du temps, les gens pensent que le collaborateur parlementaire est un salarié de l'Assemblée nationale. Nous sommes payés, en effet, sur les fonds de l'Assemblée nationale, mais nous sommes des salariés de nos députés. Députés qui ont des enveloppes qui viennent de l'Assemblée nationale, mais nous sommes payés par nos députés, nous sommes les salariés de nos députés. Donc souvent, les gens pensent qu'on est des sortes de fonctionnaires politisés, ce que, en fait, nous ne sommes pas du tout. Hein. On peut être politisé, on peut aussi être enfin, on l'est très souvent même, des profils politisés. Mais nous ne sommes pas des fonctionnaires. Et donc, c'est vrai que les gens peuvent un peu se dire « Ah ouais, mais ce sont des fonctionnaires qui sont payés à faire de la politique. » Non, on n'a pas un emploi à vie. On a un emploi, justement, d'une manière générale, on a des CDI, donc des contrats à durée indéterminée. Mais tous les 5 ans, il y a cette clause de revoyure qu'est l'élection législative. Et si l'élection législative de notre patron est perdue ou que notre patron décide de ne pas se représenter, eh bien, on est licencié. Alors qu'on n'a fait aucune faute, mais on est quand même licencié. Et c'est ce qui pose problème. Pour nous, parce qu'on connaît la nature de notre travail, mais c'est quand même un aspect extrêmement précaire du travail que beaucoup de gens, on va dire, ignorent. Et puis aussi, un problème qui est assez connu, c'est voilà, c'est aussi les fantasmes un peu sur les rémunérations des collaborateurs parlementaires, aussi les problèmes, entre guillemets, de la limite entre la collaboration parlementaire et le militantisme, notamment en période de campagne électorale pour son patron. Il y a eu des questions là-dessus. Est-ce que je peux faire la campagne pour mon patron pendant les municipales? Réponse non. Il faut prendre un congé sans solde, des congés payés. Voilà. Et puis, c'est vrai aussi au niveau du droit classique du travail, comme je disais tout à l'heure pour rigoler, un collab ne se repose pas, il culpabilise parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de 35 heures par semaine, quoi. Mais on fait ça parce que on aime notre métier et qu'on est investi pour nos patrons. Ouais, je vois David qui lève la main. Alors, on t'entend pas, David. Oui, je voulais juste revenir sur l'histoire du CDI qui se termine au bout de 5 ans. Ça peut être un souci, notamment pour des collaborateurs un peu âgés comme moi. Moi, j'ai 48 ans, j'ai un CDI de 5 ans et ma banque, elle n'aime pas. Ah, mais ça, c'est une réalité concrète. Hein. Ce que je vous raconte, c'est la vie concrète. Donc, ma banque, elle n'aime pas. Donc, ma banque ne m'accorde pas de prêt immobilier. Ma banque ne me... Voilà. Parce que c'est écrit CDI, oui, mais on sait quand est-ce que vous allez être licencié. Vous allez être licencié dans 5, 4, 3, 2, 1 an, voilà. Parce que la date, on la connaît. Alors, c'est assez handicapant. Je voulais juste, avant qu'on passe à un autre sujet, Gaël, je ne sais pas si tu es encore parmi nous, mais est-ce qu'il y a des différences entre le statut de collaborateur à l'Assemblée et le statut de collaborateur au Sénat? Est-ce qu'il y a des petites différences comme ça, des choses où en fait les deux chambres appliquent les mêmes règles? Il y a quelques précisions en plus au Sénat. Déjà, c'est une association, l'association des collaborateurs parlementaires, qui gère. En fait, les sénateurs cotisent à une association et c'est l'association qui gère les fiches de paye, les bulletins, etc. Et il y a des grilles de salaire indicatives. Elles sont indicatives, mais elles existent, ce qui n'est pas le cas à l'Assemblée. Et il y a des fiches de poste un peu plus claires. Et voilà, donc l'ancienneté est aussi plus prise en compte. Donc c'est un petit peu plus réglementé. Il y a un petit peu moins de moyens aussi dans les enveloppes, ce qui fait qu'au Sénat, vous avez beaucoup de collabs qui sont, enfin quasiment tous sont à mi-temps ou même sur 3 sénateurs parce que les enveloppes sont toutes petites et donc on est obligé d'avoir plusieurs patrons.
C'est un petit peu plus encadré, mais c'est pas non plus optimal comme à l'Assemblée. Ouais. C'est clair. Il y avait une question, je crois, dans le chat de Fred CHP. Vous avez des profils assez variés. Comment avez-vous été formé pour devenir assistant parlementaire? Et puis, ça rejoint en fait une autre question qui était un peu plus haut dans le chat que je ne retrouve pas nécessairement. Ah si, de Gigi OBLX. Les collaborateurs et collaboratrices sont recrutés avec des petites annonces ou plutôt par bouche à oreille. Là, ça me permet de, peut-être Albertine, toi qui es du coup en stage là actuellement, comment tu as trouvé, comment tu as trouvé ce stage-là? Comment tu as fait? Annonces, petites annonces ou pas nécessairement? Alors, moi, en fait, le député pour lequel je travaille, déjà, il est dans ma circonscription, de là où je vis, où là je suis née. Donc, ça m'aidait un peu déjà de connaître la circonscription, vu que je suis un peu collab hybride. Et concrètement, comment j'ai trouvé? Je suis dans une association qui s'appelle Déclic, qui fait du lobbying vert, on va dire, pour la loi climat, entre autres. Et donc, au sein de cette association, il y avait un des collaborateurs du député pour lequel je travaille actuellement. Et tout à fait par hasard, donc je lui ai demandé s'il était possible que je fasse un stage. Et c'est comme ça que j'ai eu des entretiens après. Voilà, et bon, donc c'est pas... j'ai eu de la chance, on va dire, mais je pense que c'est très varié, vu que je connais d'autres personnes également qui sont en stage et qui ont fait le même parcours à peu près que moi, de politique environnementale, c'est-à-dire. Et généralement, ça passe par contacter les députés de leur circonscription, parce que pour un stage, c'est le conseil que je donnerais, c'est toujours un plus, car on a déjà, même si on est entre guillemets que stagiaire, on a une connaissance sur le milieu très utile, qu'on ne peut pas avoir par des études, tout simplement, je dirais. Donc voilà, je pense que ce serait mon conseil pour ceux et celles qui se cherchent un stage actuellement. Ouais, et n'hésitez pas, là c'est la période généralement qui s'ouvre. On termine généralement les cours en avril-mai, dans mon souvenir, et donc pour juin, juillet, août, il y a probablement des opportunités qui s'ouvrent. Donc, meilleur conseil, rapprochez-vous en premier du député, de la députée qui habite, qui représente là où vous habitez. Et c'est probablement une des bonnes portes d'entrée pour la suite. Avant peut-être qu'on parle d'autre chose, je ne sais pas si Hubert a pu nous permettre d'échanger un peu avec les... Je crois qu'il n'est plus connecté, Hubert. Il a dû partir. Moi, je voulais dire un mot sur la formation. Ah, vas-y, je t'en prie. Ouais, en ce qui me concerne, je ne connaissais rien à la rédaction d'amendements ou de questions écrites. Je n'étais pas du tout formé à ça. Et c'est ma collègue Annelise Meurier qui est connectée là, qui m'a formé et assez brillamment, on va dire, en ce qui la concerne. Voilà. Il y a aussi ce travail d'équipe qui fait la formation sur le tas, qui est extrêmement importante, et les relations qu'on tisse avec les collègues dont vous êtes tous. Ouais, je permets du coup là parce que justement, c'est aussi la magie de la plateforme Twitch. On a de temps en temps ce qu'on appelle des raids, c'est-à-dire qu'une autre personne, une autre chaîne qui envoie en fait sur notre chaîne à nous les viewers qui assistaient. Donc pour vous dire bienvenue, merci le Drench de partager avec nous cette émission. Donc là, on est actuellement en train de parler à la fois de l'article 59 toujours du projet de loi climat qui porte sur les menus et les cantines scolaires et la question des menus végétariens dans les cantines scolaires. Et puis, en parallèle, on est plusieurs collaborateurs, collaboratrices de députés et on essaye un peu de vous décortiquer, de vous donner qu'est-ce qu'on fait dans notre métier, comment est-ce qu'on arrive à devenir collaborateur, qu'est-ce qu'il faut être pour tenir la route dans un métier qui est très exigeant. Je crois que c'était Maxime qui disait à l'instant, en fait, 35 heures, c'est théorique parce que, vous l'avez peut-être compris, il y a des séances qui durent la nuit et donc à partir de 21h jusqu'à minuit, il y a souvent, généralement, un ou une collaboratrice qui reste un peu tard pour suivre avec le député l'évolution du texte en séance. Donc les horaires sont souvent très variables. Mais néanmoins, c'est un métier qui est très, très, très passionnant. Moi, justement, je voulais... Est-ce que vous avez des petits chiffres là-dessus? C'est quoi la moyenne d'âge aujourd'hui des collaboratrices, collaborateurs à l'Assemblée? Est-ce qu'on a des stats là-dessus
en fait, on a l'impression qu'on est quand même tous très jeunes, ou plutôt. Est-ce que c'est vraiment le cas dans les chiffres, ou est-ce que… Maxime, tu as peut-être les infos? Ouais, je vais regarder sur l'ordinateur du bureau. J'ai des statistiques détaillées, notamment avec les salaires, le sexe, j'ai plein de trucs qui s'est envoyé tous les 6 mois par la gestion financière. Donc, je devrais avoir… Parce que c'est ça aussi l'un des sujets dont tu nous dis dès que tu as les chiffres, mais c'est ça aussi l'un des sujets. Je crois, Alice, toi, tu travaillais beaucoup sur cette question de parité, de rapport de genre entre les collaboratrices-collaborateurs. Est-ce que tu as là aussi peut-être, toi, des éléments, disparité de salaire, peut-être aussi disparité voilà, est-ce qu'il y a plus d'hommes collaborateurs que de femmes collaboratrices? Maxime, je te vois revenir aussi, donc n'hésitez pas à prendre la parole là-dessus. Alors… Ouais, voilà, j'ai tout nombre de contrats. Évidemment, le CDI, donc 88% de CDI, 5% de fonctionnaires détachés et 5% de CDD. Et le reste, c'est des CDD de remplacement. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de CDI, mais contrat de 4 ans. Situation professionnelle des femmes et des hommes. Donc, il y a alors c'est les chiffres de 2020, 1er janvier 2020. Donc, les contrats de travail étaient répartis entre 1093 collaboratrices et 949 collaborateurs, donc 53% de collaboratrices et 47% de collaborateurs hommes. 47,65% des collaborateurs en poste à l'Assemblée sont des femmes, 53 sont des hommes. On est quasiment à la parité. En tout cas, on est plus paritaire que les députés. Oui, enfin, je me permets de réagir quand même. Sur le total, on voit que les femmes sont plus nombreuses, mais dès qu'on regarde un peu leur mission, on s'aperçoit qu'elles sont quand même plus nombreuses en circonscription, où c'est généralement des missions qui relèvent plus du secrétariat et qui sont des postes qui sont moins bien rémunérés. Donc en fait, donc du coup, je suis dans un collectif qui s'appelle le collectif Chères Collaboratrices, qui lutte contre le sexisme dans le milieu politique et à l'Assemblée nationale en particulier. Nous, ce qu'on demande à la gestion financière depuis plusieurs années, c'est des vraies données sexuées. Parce qu'on a seulement, dans tout le document qui est transmis par la gestion financière, qui analyse toutes les données sur les salaires, les contrats, etc., seulement quelques points particuliers avec des données spécifiques aux inégalités entre les femmes et les hommes. Nous, ce qu'on veut, c'est que à chaque étape de ce document, sur chacune des données, on ait des données sexuées pour pouvoir produire des vrais renseignements. Parce qu'en fait, dire que les femmes sont majoritaires dans les collaboratrices, ça ne dit rien des inégalités salariales, professionnels dans les missions, etc., qui existent encore. Ouais. Au niveau des femmes et des hommes pour la rémunération, voilà, la rémunération horaire brute moyenne pour les femmes est de 19,72 € et pour les hommes, c'est 22,02 €. Et dans le dernier décile, donc les collaborateurs les mieux payés à l'heure, pour les femmes, c'est 28,04 €, pour les hommes, c'est 31,76 €. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Il y a une différence de 2 à 3 € bruts à l'heure entre les hommes et les femmes. Donc après, il faut faire le calcul, c'est horaire brutement à l'heure et mensuel, mais pour se faire une idée un peu plus précise et plus concrète de l'inégalité salariale qu'il peut y avoir. Ouais. Ouais, donc ça reste quand même très conséquent et je pense qu'on faudrait calculer, mais on doit être à plus ou moins, je pense, dans les différences de salaire qu'on retrouve aussi peut-être dans d'autres secteurs, ou enfin dans tout secteur d'activité. 10%. En fait, l'écart salarial inexpliqué entre les femmes et les hommes, il est de 10%. C'est-à-dire qu'à poste égal, compétences égales, etc., il perdure 10% d'inégalité salariale qu'on n'arrive pas à expliquer.
tout poste confondu, etc., on est à 25%. Là, je sais pas combien représente 3 Ouais. euros sur. Là, on est à quasiment 10%. Ouais, on est à Ouais. 10% là. Donc on est à 10%. Ouais. Donc évidemment, on peut se dire bon bah c'est la même chose qu'ailleurs, c'est pas très grave. Je crois qu'au contraire, on est quand même dans l'institution qui fait la loi, donc qui impose aux entreprises de mettre en place des politiques d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui impose aux entreprises et à la fonction publique, etc., de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc c'est d'autant plus important que nulle part ailleurs, que l'Assemblée soit exemplaire sur ces questions-là, et elle ne l'est à mon Faudrait voir les statistiques, parce que là, on a juste les rémunérations population globale, c'est-à-dire voir si cet écart s'explique par la seule différence en fait du fait qu'il y ait plus de femmes collaboratrices de circonscription que femmes à Paris, ou si en fait cet écart il se retrouve tant à Paris qu'en circonscription. Ça pourrait être intéressant de le savoir, mais quand tu parles des salaires les plus importants, il y a de fortes chances qu'ils soient à 99% ceux des collaborateurs à Paris. Ouais. Donc je trouve que ce chiffre justement est très intéressant parce qu'il nous permet surtout de savoir comment ça se passe à Paris, où pour le coup il me semble, et c'est une autre chose qui est assez intéressante, qu'on a des profils qui sont assez homogènes, dans le sens où en circonscription il peut y avoir effectivement des profils très différents. Globalement à l'Assemblée on a tous fait les mêmes études, on sait tous notre premier, notre deuxième boulot, donc je ne sais pas quelles sont les statistiques sur l'âge, tu nous le diras peut-être, mais globalement on a le même âge, on a fait les mêmes études, on vient du même milieu social, donc il ne devrait pas y avoir de différence entre les femmes et les hommes. Je veux dire, nulle part, jamais, à aucun moment, il devrait y avoir de différence entre les femmes et les hommes. Mais je veux dire, je trouve que c'est d'autant plus inquiétant qu'on est dans un milieu social et socioculturel, etc., extrêmement homogène. Pour l'âge, on doit avoir, voilà. 32% sont des collaborateurs de 29 ans ou moins. 25% ont entre 30 et 39 ans, 21% ont entre 40 et 49 ans, et les 21% restants ont 50 ans ou plus. Donc c'est assez bien réparti, même si c'est vrai que c'est un peu plus jeune, quoi. Mais on n'a pas la distinction Paris-Circo. Non, on n'a pas la distinction Paris-Circo au niveau de l'âge, en effet. Et on n'a pas la distinction aussi combien d'hommes et de femmes sont cadres ou non cadres. Hein. Ouais. Je suis en train de regarder ça pour toi. On n'a pas, ils font pas la différence là-dessus. Vous croyez qu'on était tous assimilés cadres? Non, moi je suis pas cadre par exemple. Faut le demander. Ça a été facilité l'acquisition du statut cadre l'année dernière. Auparavant, il fallait, il me semble, avoir une maîtrise en droit ou sciences politiques et justifier d'une année d'ancienneté. Maintenant, je pense que en fait, c'est passé à une licence et il n'y a plus besoin d'une année d'ancienneté à l'Assemblée pour avoir le statut cadre. Je suis pas certain, mais en tout cas, ça a été vraiment facilité pour avoir le statut cadre. Alors là, juste pour la petite anecdote, la sirène qui vient de retentir dans le bureau de Maxime, c'est la cloche, ce qu'on appelle la cloche, qui sonne pour annoncer aux députés qui sont dans l'Assemblée, donc elle sonne dans toute l'Assemblée, qu'un scrutin public est annoncé, ou alors elle sonne aussi à la suspension de la séance et à la reprise de la séance. Donc là, c'est probablement que d'ici quelques minutes, va se tenir un scrutin public, donc on pourra à ce moment-là y retourner. Je vous fais signe quand vous voulez qu'on y aille. Simplement pour dire aussi, ne nous quittez pas, parce que dans 15 minutes, on va parler d'un autre sujet tout aussi intéressant, voire un peu plus festif, puisqu'on va parler de la question du vin, et du vin probablement notamment bio, et du vin et du rapport au climat, à l'environnement. Un sujet qui, j'imagine, va en intéresser plus d'un et plus d'une ici. Est-ce que vous avez l'un et l'autre des choses à aborder, des choses à nous dire? Moi, j'aimais bien en fait faire tout le temps ce petit exercice-là, enfin en tout cas ce petit exercice d'anecdote. C'est quoi, on l'avait déjà fait les unes et les autres, mais c'est quoi une anecdote que vous avez comme ça en tête qui, pour vous, est
et symbolise un peu soit votre meilleur moment, soit pas nécessairement votre meilleur moment, mais le métier, quoi, ce qu'on fait qui peut-être qu'on ne pourrait pas le faire ailleurs, quoi. Qui veut s'essayer à se souvenir d'un petit souvenir comme ça à partager? Donne aussi un peu de chair. Albertine, toi qui est récente aussi à l'Assemblée, est-ce que tu as un petit souvenir comme ça qui te marque ou qui te restera quand tu auras dans quelques années? Moi, vu que c'est récent, je dirais la première fois que j'ai mis les pieds à l'Assemblée, vu que de base, je suis plus une collab circo. Mais plus concrètement, je pense que c'est tout simplement la première fois que j'ai suivi une commission, il y avait des amendements sur lesquels j'avais travaillé et que je voyais du coup mon député les défendre. Je pense que c'est toujours agréable, je trouve, de voir ça, de voir qu'on a contribué à un travail et qu'on aide notre député à défendre ses idées, etc. Je trouve que c'est toujours symboliquement bien. Voilà. Ouais. Alice, je suis sûr que tu as des souvenirs à nous partager récemment. C'est difficile d'inventer plusieurs fois un souvenir, mais on va considérer que les viewers sur Twitch ne sont pas les mêmes que la dernière fois. Et mon meilleur souvenir, c'est très clairement quand la proposition de loi visant à allonger et à améliorer l'accès à l'avortement a été adoptée en première lecture. Donc, c'est une proposition de loi qui était portée par ma députée Alban Gaillot, que j'avais écrite toute seule. C'était quand même waouh, parce que j'ai pas fait d'études de droit, etc. Donc vraiment, le moment où je me suis lancée dans la rédaction d'une proposition de loi, j'ai eu un peu peur pour moi et pour tout le monde. Et du coup, à la fin d'un long combat et de beaucoup de travail, de voir ce texte adopté de justesse. En plus, après 10 heures d'examen dans l'hémicycle, c'était un moment dont je me souviendrai toute ma vie et qui effectivement, je pense, se retrouve dans aucun autre travail et qui est très difficile à décrire aux autres, parce que quand je le racontais à mes potes ou ce genre de choses de l'extérieur, ils ont l'impression que c'est normal d'écrire des propositions de loi, que c'est notre travail en fait, et de leur faire comprendre qu'en fait faire adopter une proposition de loi qu'on a écrite, c'est non seulement ça arrive très peu, sauf quand on travaille pour le gouvernement et qui plus est quand on est dans l'opposition. C'est des choses, je pense qu'on vit pas souvent, donc clairement mon meilleur souvenir. Maxime, tu as un souvenir aussi à nous partager? Ouais, c'est pas tant un souvenir, c'est plus un sentiment. Ce qui est vraiment bien de travailler à l'Assemblée, c'est que comme en fait c'est pour les relations de travail, les relations qu'on a avec nos patrons. Ce sont nos patrons, mais la moitié de la semaine, ce sont un peu nos colocataires. On partage le même bureau et puis nos collègues, collaborateurs à l'Assemblée, quel que soit le groupe, c'est des collaborateurs, on travaille ensemble, on fait à peu près on fait le même boulot, mais on fait pas les mêmes missions en même temps, et donc ça va pas être comme dans une autre administration ou dans le privé, quand on va se dire ah ouais non, celui-là il fait pas bien son travail, ou alors il est embêtant ou quoi. Non, c'est vraiment c'est que des collègues en fait. Quand on a un problème, on va s'envoyer un message, tiens, est-ce que tu peux m'aider là-dessus. C'est pour l'entraide et c'est trivial, mais c'est aussi c'est que des collègues un peu pour s'entraider ou pour se voir un peu à l'extérieur. Et en souvenir, je dirais c'était en 2018, à l'été 2018, quand justement on était un peu en train d'arriver sur la fin de l'année. Il y avait un peu tous les députés qui, entre le travail, suivaient un peu la Coupe du Monde. Et quand le président de l'époque, François de Rugy, avait proposé de décaler la séance d'1 heure, donc même si on finissait plus tard, histoire de faire la pause et de regarder donc France-Belgique dans le jardin de l'Assemblée. Là, on s'était dit, ouais, quand même, c'est pas dans n'importe quel boulot qu'on ferait ça, quoi. Ok, marrant, super cool. Je sais pas, peut-être Gaël ou David, est-ce que vous avez vous aussi un petit souvenir comme ça à nous partager avant qu'on passe à l'apéro? Moi, j'en ai deux. Ah. Un très rapide. La première fois que je suis allé à l'Assemblée, parce que c'était vraiment la première fois que j'allais à l'Assemblée, et c'était un vrai rêve de gosse, malgré mon âge. Et le deuxième,
C'est quand il a fallu que je me tape le tour de la circonscription à VTT pour préparer le circo-tour de monsieur le député Villani, puisqu'on a fait 2 jours ou 3 jours de tour à pied de la circonscription à l'été 2008. Et c'est vrai que faire le tour de la circonscription à VTT, je ne l'avais jamais fait, pour repérer les endroits où passer, où pas passer, etc. Voilà, particulier. Bah ouais, il fait sa grande marche et Cédric a du coup fait son grand tour à vélo, donc super expérience. Simon, tu t'en sortiras pas sans nous raconter ton meilleur souvenir à toi aussi. Moi, en fait, j'en ai plusieurs, mais il y en a un là qui m'est revenu un peu en tête et ça faisait penser un peu à cette idée de quand on est impressionné. C'est vrai que c'est très impressionnant ces bâtiments et je pense que Gaël pourra encore plus nous le dire au Sénat. C'est encore une architecture vraiment très impressionnante. Et l'anecdote est un peu naze, mais il se trouve qu'il y a un coiffeur à l'Assemblée nationale. Et il y a un coiffeur où vous pouvez aller, même les collaborateurs ont le droit, mais généralement les collaborateurs ils vont soit tôt le matin, soit en fin de journée. Et un jour j'y vais. Alors je vous rassure, c'est pas le coiffeur nécessairement de François Hollande. On paye nos coiffeurs, on fait tout, il n'y a pas de détournement d'argent. Mais je me suis retrouvé à me faire coiffer les cheveux à côté du Premier ministre de l'époque, qui était Bernard Cazeneuve. Bon, lui, ça allait plus vite que moi, mais finalement, c'était assez impressionnant de se retrouver dans une intimité d'un coiffeur avec un Premier ministre à côté et puis vous qui êtes juste une petite main de l'hémicycle. Après, il y a plein d'autres très bons souvenirs, mais je crois qu'effectivement, les moments d'émotion, c'est toujours les moments où il y a des projets de loi ou des propositions de loi sur lesquelles on a consacré du temps et on voit en direct en fait l'implication que ça peut avoir, les débats que ça peut rendre et du coup suivre aussi depuis son bureau par exemple sur la télévision notre parlementaire qui porte des amendements dans l'hémicycle que vous avez écrits, que vous avez contribué à rédiger et voir après ensuite le débat se créer autour de ça, c'est toujours une forme aussi de satisfaction. Et puis il y en a certains ici qui ont la chance d'avoir inscrit dans le dur de la loi, avoir écrit de leurs mains une partie de la loi qui s'applique par la suite à tout le monde. Donc ça aussi, je crois que c'est vraiment toujours des grandes satisfactions et des grands souvenirs. Gaël, tu veux peut-être nous dire aussi, toi, un souvenir comme ça que tu as en tête, une anecdote un peu marrante que tu pourrais nous partager? Je ne sais pas si Gaël… Oui, s'il est là. Ouais. On ne t'entend pas, Gaël. Je crois qu'il faut que tu juste ouvres ton micro. Ton micro, Gaël. Gaël, ton micro. Ah, pardon. Tu vas devoir re-raconter ta blague, du coup. J'avais essayé de l'amener. Du coup, ça va faire un flop. Très bien. Non, j'en ai plusieurs. Une anecdote un peu kéké. Moi, ce qui m'a fait marrer une fois, c'est qu'en circo, ma députée m'a demandé de prendre le volant une fois et on s'est retrouvé dans un convoi ministre à rouler à 180 sur l'autoroute. J'étais au volant, donc moi, c'était rigolo. Avec la police à tous les péages, donc c'était un moment. Et voilà, sinon, c'est tout. En commun avec Gaël, sa patronne et le mien justement avaient fait une mission, c'était au tout début, ils avaient fait une mission et derrière ça aboutit sur la fin du verrou de Bercy. Alors justement, j'arrivais et je me disais, j'imaginais pas qu'un député de l'opposition et une députée de la majorité pouvaient travailler ensemble et si bien s'entendre et justement aboutir à quelque chose, enfin mettre fin au verrou de Bercy dans la loi fraude. C'était au niveau sérieux cette fois, ouais, c'était un très chouette souvenir. Il y a encore, je crois, là, à l'instant, un scrutin public qui est demandé et des explications sur un amendement. Est-ce qu'on fait un tour en séance? Si les uns et les autres peuvent aussi expliquer peut-être dans le chat ce qui est en train de se jouer, on prendra le fil juste après. Donc, petit tour en séance. Par rapport à notre cadre de référence. En revanche, j'ai travaillé avec les ministères, les ensembles des députés, là où nous pourrions pousser le plus loin le curseur. Et nous avons, vous le savez, dans la loi Egalim, pour éviter le critère géographique, nous sommes basés sur la qualité des produits, avec les signes de qualité, toute une liste. Et donc, nous engageons un peu plus loin un amendement qui permet de dire aux projets alimentaires territoriaux de les engager dans des démarches collectives de certification environnementale niveau 2, ce qui leur permet en fait de les mettre sur
le chemin de la qualité qui, lui, les met sur le chemin de nos cantines. Et donc, de manière indirecte, ça peut satisfaire votre amendement. Mais à ce stade, la manière dont il est écrit, je dois donner un avis défavorable. Pour les mêmes raisons, je vous remercie. Oui, Monsieur Chassaigne, Monsieur le Président. Je vais retirer l'amendement et je voulais quand même préciser une chose. L'argument de l'incompatibilité avec le droit européen, que ça porterait atteinte à la concurrence, j'en suis pas certain. Lors du Grenelle de l'environnement, c'était une époque où on pouvait faire accepter des amendements. Lors du Grenelle de l'environnement, j'avais fait adopter un amendement qui a modifié le Code des marchés publics et qui permettait justement de mettre un des critères dans le Code des marchés publics pour la restauration collective, qui était un critère de proximité. Donc je ne suis pas certain que le fait d'inscrire dans la loi, comme je le propose, un 20% d'ingrédients, de produits qui... Ah, je crois qu'il y a un petit... Le live est actuellement interrompu. Donc, on était encore toujours sur ce fameux article 59. Donc, c'est l'article qui porte sur les cantines et les menus dans les cantines, dans les restaurations et qui fait effectivement, vous l'avez vu, là, on y est déjà depuis 1h30 maintenant et probablement que l'article était déjà en discussion avant. Mathieu Orphelin arrive, député de Maine-et-Loire, qui va, à partir dans quelques minutes, animer l'apéro. Et donc, on lui passera la parole le temps qu'il s'installe. Salut À base Mathieu. d'insectes dans vos menus. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quoi on parle dans maintenant quelques minutes? Oui, écoute, je remets mes 3 neurones en place. On va parler vin et climat. Voilà, c'est un atelier qu'on avait prévu au tout début. On s'était dit, tiens, on finira les derniers jours par cette question de quelle influence des changements climatiques sur le vin, qui est un vrai sujet à la fois complexe, qui pose tout un tas de questions, mais on avait plutôt pensé comme un événement de fin de Twitch un peu sympa. Et depuis, c'est passé ce terrible épisode de gel sur des bourgeons précoces. Ce n'est pas vraiment un gel tardif, c'est du gel sur des bourgeons précoces et qui, dans des départements comme le mien, ici en Maine-et-Loire, ont décimé jusqu'à 50% des vignobles. Et donc, on va parler de ça avec Valérie Laramé, qui est le co-auteur d'un livre sur vin et climat, les menaces du changement climatique. Donc voilà, dans quelques minutes, on va le recevoir sur ce sujet qu'on va essayer de traiter de façon quand même assez positive, mais qui pose des réels gros problèmes. Et on l'a vu cette dernière semaine sur les vignes, sur les vergers. Et voilà, donc on va discuter de tout ça. Et je salue et je fais une bise spéciale à Paula Forteza que je vois en hémicycle. Et du coup, dans les quelques minutes avant que ton invité arrive, je crois que c'est peut-être l'occasion aussi de parler de la cave de l'Assemblée nationale, parce que c'est toujours un peu les dessous de les mythes un peu autour de la République. Les assemblées ont des caves et qui sont en fait fournies notamment par certains vins et certains vins. Alors, comment ça se passe? D'où viennent les vins des caves de l'Assemblée? Est-ce que c'est des cuvées spéciales? Est-ce que tu as des infos là-dessus est-ce qu'il y a du vin justement bio? Est-ce qu'il y a du vin Oui, alors il y a du vin bio, puisque quand on est… bon, là, c'est le Covid, mais donc il n'y a pas tous les restaurants habituels à l'Assemblée nationale, mais effectivement, il y a du vin bio, ça je peux vous dire. Il y a du vin bio d'Anjou, puisque moi je ne bois que local, donc ça, voilà. Et il y a même de la bière bio, puisque le député LFI Hugo Bernalicis a réussi dès le début du mandat à faire que la bière Moulin d'Ast, je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais enfin qui est une bière bio du Nord, soit servie à l'Assemblée nationale. Voilà. Et sur le vin, j'avoue que moi je demande souvent quand j'en prends à l'Assemblée un verre d'Anjou rouge bio. Voilà. Et je dis ça en accueillant notre invité qui vient d'arriver, Valérie Laramé de Tanagaf. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous et toutes.
Voilà, donc il est 18h30, on est toujours... Ah, on n'entend plus, on t'entend plus. Non. Je disais que nous étions encore en live et que nous terminions là avec cette séquence dédiée au vin et au climat, 3 semaines complètes de direct. Et on aura encore l'occasion de se retrouver très prochainement après une suspension de séance qui fait une pause pour les parlementaires qui ont donné beaucoup de temps. On se retrouvera le 3 mai, mais je laisserai bien entendu Mathieu expliquer tout ça. Je tease un peu pour nos Twitchers. Et sans plus tarder, je vous laisse la parole pour ce moment un peu plus de convivialité. Merci à tous et à bientôt. Très bien. Est-ce qu'il y a un jingle ou pas, Louis-Simon? Alors, est-ce qu'on peut... Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi,